Introduction à la théorie cinétique des gaz. Bonjour. Donc, dans ce premier enregistrement vidéo sur les gaz, on va parler de la composition d'un gaz, on va parler d'énergie, on va parler de degré de liberté et de distribution des vitesses. Un gaz, c'est constitué d'atomes ou de molécules qui sont en moyenne assez éloignées les unes des autres, de sorte qu'ils ont peu d'interaction entre eux ou elles. Donc, ça diffère des liquides pour lesquels les atomes sont proches unes des autres ou des solides pour lesquels ils sont littéralement là, liés. Donc c'est ça que c'est un gaz. C'est un fluide aussi qu'on peut dire parce que ça peut être déformable. Donc un fluide, ça se déforme, un peu comme de l'eau. L'eau va prendre la forme du récipient là, dans lequel on la met. Donc c'est la même chose pour les gaz, à la différence que le gaz, lui, il est compressible. Donc le gaz est compressible, c'est-à-dire qu'on peut modifier grandement son volume. En fait, le gaz va vraiment prendre tout l'espace qui est disponible. Donc même si j'ai une petite quantité de gaz, si je la laisse aller dans une pièce, le gaz va s'étendre dans toute la pièce. À l'équilibre, on dit que le gaz, justement, comme je viens de le dire, il va fournir tout l'espace qui lui est fourni. Là, on va rajouter certaines hypothèses, en fait, qui s'avèrent être vérifiées, là, mais disons qu'à l'origine, c'était une hypothèse. Donc, on va supposer que ces particules-là de gaz sont en mouvement perpétuel. Donc, sont toujours en train de bouger. Ils bougent à très, très grande vitesse en ligne droite. Donc, elles s'en vont en ligne droite jusqu'à ce qu'il y ait une collision. La collision peut se passer avec d'autres particules ou avec une paroi. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une collision? Il va y avoir un transfert d'énergie. L'énergie va être conservée, mais il va y avoir un transfert d'énergie d'une particule à l'autre, et on repart dans d'autres directions. Donc ça, on appelle ça la théorie cinétique des gaz. Puis là, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. En fait, comme je le dis, comme je viens de le dire, c'est important de considérer l'énergie. Donc l'énergie, on a déjà vu en quatrième secondaire que c'était la quantité physique qui était conservée en raison de la symétrie sous une translation dans le temps. Donc c'est un petit peu compliqué comme définition, mais c'est peut-être la définition la plus précise. En termes pratiques, l'énergie, ça va être la quantité physique qui va permettre d'introduire ou en fait d'effectuer un travail ou d'induire un changement lorsqu'elle va changer de forme. Donc une fois qu'elle change de forme, l'énergie peut servir à activer quelque chose. Donc dans notre système d'unité internationale, l'énergie va être mesurée en joules, mais on verra qu'il y a plusieurs équivalents. Donc, il y a plusieurs formes aussi d'énergie, mais ce qui est important, c'est qu'au total, l'énergie, si j'ai un système fermé ou si je considère l'ensemble de l'univers, l'énergie, elle est conservée. Et c'est ce qu'on appelle la première loi de la thermodynamique. Bon, donc maintenant, l'énergie cinétique, c'est une forme d'énergie. En fait, c'est celle qui considère le mouvement des particules. Donc, si je bouge, j'ai de l'énergie. Donc, la formule, on le verra là, je ne le démontre pas, mais on le verra en physique. C'est l'énergie, c'est une demi de mv au carré, où m, c'est la masse de la particule ou de l'objet, et v, c'est sa vitesse. Donc, parfois, on va entendre au secondaire énergie mécanique ou énergie de mouvement, mais nous, on va employer le terme plus précis qui est celui de l'énergie cinétique. Il faut aussi noter que ce n'est pas juste un mouvement en ligne droite qui donne de l'énergie cinétique. Si les objets bougent en rotation, elles auront aussi une énergie cinétique. Et la forme de l'énergie cinétique, c'est la même, sauf que là, on va remplacer la masse par ce qu'on appelle le moment d'inertie. Donc, c'est comme la résistance à tourner en rond, si on veut. Donc, c'est l'équivalent de la masse, mais pour un mouvement circulaire. Et de la même façon, au lieu d'être une vitesse, on va parler de vitesse angulaire. Donc, c'est à quelle vitesse là, ça tourne en rond.
On a aussi, et là c'est vraiment important pour ce qu'on veut faire là, avec les gaz, on a ce qu'on appelle l'énergie thermique. Puis pourquoi on parle d'énergie thermique, c'est parce que lorsqu'il y a un grand nombre de particules, c'est pas possible d'additionner l'énergie cinétique de chacune des particules. Donc on a une espèce de valeur moyenne. On va prendre une valeur moyenne de tout ça, et c'est ce qu'on va appeler c'est l'énergie thermique. Ça vaut, là je ne le démontre pas, mais ça vaut une demi de KBT, donc KB qui est une constante qu'on appelle la constante de Boltzmann. Donc ça c'est pour une particule, et si j'ai un ensemble de particules, si j'en ai grand N particules, je multiplie par grand N pour avoir cette énergie. Donc la constante de Boltzmann, mon fameux KB, ça vaut 1,381 fois 10 exposé à moins 23. Les unités, c'est des joules par Kelvin. Encore là, on peut trouver des équivalents au niveau des unités. Et puis, c'est une constante qu'on va retrouver souvent et qu'on peut retrouver sous une autre forme qu'on va appeler la constante des gaz par film. Là, on reviendra à ça plus tard. Donc, il y a un théorème qui nous dit que chaque degré de liberté va correspondre à une demi-KBT pour l'énergie totale. Donc là, ici, j'avais considéré quelque chose en une dimension. Les particules pouvaient aller juste dans une direction, mais en réalité, on le sait, nous, on vit dans un monde à 3 dimensions. Donc, il faudra multiplier par 3. Et puis, si j'ai des particules monoatomiques, c'est plus simple, là, j'aurai 3 demi fois grand N KBT, ce sera mon énergie thermique totale. Donc, j'ai mentionné degré de liberté du mouvement. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est des façons par lesquelles nos particules peuvent bouger. Donc, je vous explique. Mais avant de vous expliquer, on va s'assurer qu'on comprend comment placer un système de coordonnées. Donc, si j'ai un système de coordonnées X, Y, Z, donc par convention, on ne peut pas les placer n'importe comment. Puis pour vérifier que notre système de coordonnées est bien placé, on va utiliser la règle à main droite. Donc, on écrit X, Y, Z, et puis quand c'est écrit comme ça, on va regarder pour chacun des axes s'il est bien orienté. Donc, dans ma première configuration, si je mets mes doigts, avec mes doigts, je vais balayer de X à Y, parce que c'est marqué X, Y, mon pouce doit pointer dans la direction Z. C'est bien le cas. Si maintenant je fais une permutation cyclique, donc j'ai envoyé mon Z au début, puis le reste je l'ai tassé à droite, là, si je balaye de l'axe Z à l'axe X, mon pouce doit pointer selon l'axe Y. Et si je fais une autre permutation cyclique, donc là j'ai Y au début, Z et mon X, là, à ce moment-là, si je balaye de Y à Z, donc de Y à Z, mon pouce doit pointer dans selon l'axe des X positifs. Donc, si ce n'est pas fait comme ça, là, je risque d'avoir des petits problèmes de signes là, lorsque je vais faire des calculs. Donc là, on a ça comme faux. Une fois que c'est fait, on regarde comment nos objets peuvent bouger. Mon objet, mes objets, ils peuvent bouger selon l'axe X. Donc ça, c'est une sorte de mouvement de translation. Ils peuvent aussi être en translation selon l'axe Y ou en translation selon l'axe Z. Donc ça, c'est 3 mouvements qui sont, on dit, indépendants. Donc ils peuvent être décomposés. Le mouvement, de façon générale, peut être décomposé en 3 sortes de mouvements comme ça de translation. On a aussi la rotation. Donc imaginons qu'on a ici une molécule. Parce que si j'avais juste un atome, si je le fais tourner, ça me donne la même chose. Du moment que j'y tourne, ça me donne la même chose. Donc, on ne tiendra pas compte de ces... On ne considérera pas ça comme un degré de liberté. Mais si j'ai une molécule linéaire, selon une ligne, j'ai juste 2 atomes, on peut la faire tourner de 2 façons. Donc, je peux la faire tourner comme ça, donc dans mon plan YZ, ainsi que comme ça. C'est un petit peu plus dur à représenter, mais disons dans le plan ZX. Donc, ces 2 sortes de mouvements de rotation donnent lieu à 2 degrés de liberté. On ne peut pas faire tourner la particule dans cette direction, donc autour de l'axe Z, donc dans le plan XY, pour la même raison qu'on ne pouvait pas faire tourner une molécule
monoatomique. Donc ici, j'ai vraiment, si je tourne, j'ai le même objet. Donc, l'objet est identique, donc on n'a aucune façon de voir que ce qu'on a tourné. Donc, ça, c'est interdit. Donc, si j'ai une molécule linéaire, j'ai 2 degrés de liberté de rotation possible. Par contre, si ma molécule est non linéaire, comme une molécule d'eau, par exemple, ben là, cette rotation-là est possible. Donc, en tout, j'aurai 3 degrés de liberté de rotation. On a aussi les degrés de liberté de vibration. Donc, ça me prend au moins 2 molécules, pour 2 atomes, pardon, pour pouvoir vibrer. Donc, si j'ai 2 atomes, ben, j'aurai une façon de vibrer. Si j'ai 3 atomes, ben là, j'ai plusieurs façons de vibrer. Je peux vibrer comme ça, donc en phase. Et je peux vibrer en phase ou antiphase, ça dépend comment on le voit, mais je peux vibrer aussi comme ça. Et puis, j'ai d'autres types de vibrations, je ne les ai pas toutes dessinées. Je peux vibrer de ce genre-là. Donc, ils ne sont pas tous illustrés, là. Mais on peut vibrer comme ça. En fait, on pourrait montrer que si notre molécule est linéaire, comme celles qui sont représentées ici, ben, j'aurais 3n-5 degrés de liberté, n étant le nombre d'atomes qui composent la molécule. Et si c'est des molécules non linéaires, à ce moment-là, j'en ai 3n-6. De sorte que si on fait le calcul comme il faut, ben, on a en tout 3n degrés de liberté par molécule, où n c'est le nombre d'atomes par molécule, hein, si j'additionne les degrés de translation, de rotation, de vibration. Mais des fois, on ne tiendra pas compte de certains types. Par exemple, si les liaisons sont vraiment rigides, ben là, je n'aurai pas de vibration, je n'en tiendrai pas compte. OK, on en est maintenant à parler de la distribution des vitesses. Donc, les particules, on a dit qu'elles allaient à grande vitesse, mais c'est sûr qu'ils ne vont pas toutes à la même vitesse. Il y a moyen de déterminer la distribution des vitesses, donc savoir combien de particules qui vont à telle vitesse, puis combien qui vont à telle autre vitesse. C'est un petit peu compliqué, donc on va juste prendre le résultat. Donc, ça s'appelle la distribution de Maxwell-Boltzmann. Puis, comme vous voyez ici, ben, c'est une fonction de la vitesse. En fait, ça va donner, ce qu'on a ici, c'est une densité de probabilité. Donc, si je multiplie la densité de probabilité fois un intervalle de vitesse, ben, j'obtiens une probabilité d'avoir une particule qui va à une vitesse située dans cet intervalle-là. Vous remarquerez que le KBT intervient, donc ça va dépendre de la température, ça va dépendre aussi de la masse des particules. Puis là, vous voyez, ça ici, c'est une constante, hein, ça ne dépend pas de la vitesse. Ça ici, ça dépend de la vitesse, puis ça dépend de la vitesse. Ça, c'est une parabole, donc c'est une fonction croissante de la vitesse. Et ça ici, c'est une exponentielle décroissante, donc c'est une fonction décroissante de la vitesse. Donc on a quelque chose qui monte, quelque chose qui descend. On va s'attendre à avoir un pic, et c'est bien ce qu'on a ici. Donc ici, ça a été tracé pour des atomes de gaz inerte, hein, donc c'est monoatomique, donc on simplifie la vie comme ça. Et puis vous voyez que oui, j'ai bien des pics, hein, donc j'ai une fonction qui l'a fait monter, une fonction qui l'a fait descendre. Si j'étais capable de calculer ou de mesurer l'air en dessous de la courbe, de chacune des courbes, ben, j'obtiendrais une probabilité de 1. Hein, c'est vraiment le cas ici. On voit là, la largeur là, ici approximative de ma courbe en violet ici, c'est environ, moi je dirais environ 200 mètres par seconde. Et comme la hauteur, c'est relativement proche de 0,05 secondes par mètre, ben, si vous faites le calcul, ça va vous donner 1. Bon, là, c'est vraiment une approximation, mais le calcul exact là, nous donnerait la valeur de 1. Ce qu'on remarque par contre, c'est que les positions des maximums et puis la forme changent selon la masse. Hein. Là, on fait varier ici la masse. Donc, on est parti avec l'hélium qui est un petit atome et on grimpe jusqu'au radon. Ici, à 222 unités atomiques. Notre formule ici de l'énergie cinétique nous dit que c'est égal à la masse fois la vitesse au carré. Donc, plus la masse est grande, moins la vitesse va être importante. C'est ça que ça veut dire. Donc, pour une même énergie, j'ai moins besoin de vitesse pour avoir... c'est-à-dire que pour obtenir la même énergie,
avec une plus grosse masse, ben, j'ai besoin de plus petites vitesses. Donc, c'est pour ça que les probabilités pour le radon ben, sont plus à gauche qu'à droite. Hein? Donc, quand j'augmente la masse, ben, ça se déplace vers la gauche, le maximum. Puis là, il faut que l'air sous la courbe donne 1. Donc, c'est pour ça que si j'ai diminue l'espace selon cette direction-là, ben, il faut que ça monte. Donc, c'est juste ça que ça veut dire. Donc, plus la masse, au contraire, diminue, ben, plus ça sera étalé. Donc, on aura des particules qui vont pas moins vite, puis des particules qui vont très, très vite. Puis, vous regarderez, ça va vite, là. On parle ici à 300 degrés Kelvin, on parle de regarder les chiffres, là, c'est 1000 mètres par seconde. C'est rapide, ça, là. C'est plusieurs fois, en fait, c'est environ 3 fois la vitesse là, du son. Donc, c'est très, très rapide. On peut aussi faire varier la température, parce que la température aussi intervient. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on varie la température? Ben là, à ce moment-là, pour une masse donnée, là, j'ai choisi le néon. On avait la courbe à 300. On voit que plus la température est basse, plus notre pic est pointu et ça se déplace vers les basses vitesses. Plus la température est élevée, plus que le pic est bas, mais l'étalement est grand. Ça fait du sens encore une fois parce qu'on a dit que l'énergie cinétique, c'était proportionnel à la température. Donc, si j'augmente la température, mes particules ont plus d'énergie. Donc, c'est pour ça que la courbe se déplace vers la droite. Donc, augmenter la température, ça fait déplacer la position du maximum vers la droite. Donc, en conclusion, on a parlé des gaz. Donc, on a dit que c'était c'était formé de petites particules qui étaient invisibles à l'œil nu. Et même s'il y en avait beaucoup, ben, ils étaient quand même assez éloignés les unes des autres, de sorte qu'il y avait peu d'interaction entre elles. Ils vont interagir seulement lorsqu'il y aura des collisions. Donc, il va y avoir des collisions soit avec des parois, soit entre elles. Donc, ils vont en très grande vitesse et là, ils peuvent rentrer en collision. Lorsqu'ils entrent en collision, par contre, l'énergie est conservée. Puis c'est des collisions élastiques, c'est-à-dire qu'au total, il n'y a pas d'énergie qui est perdue ou qui est transférée à la paroi, par exemple. Donc, tout reste aux particules. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv2, mais lorsqu'on prend une moyenne statistique, on peut l'exprimer en fonction de la température. Et puis, pour une particule là, comme un gaz inerte, ben, on aura 3/2 n kBt comme énergie, n étant le nombre de particules, kb étant la constante de Boltzmann. Et puis, des degrés de liberté, c'est quoi? Ben, c'est des façons par lesquelles là, les particules peuvent bouger.